Mon premier combat, je le fais dans une boîte de nuit, tu vois, en amateur. Faut enlever tout ce côté-là de la boxe. Comme on est les méchants, on est des durs, nous, c'est la prison. Nous, on assume complètement le côté sport-spectacle de la boxe. Il y a un côté boxe, il y a un côté où ça danse aussi, il y a un côté où la tension monte, quoi. Et le point d'orgue, c'est les combats pro, quand il y a des combats pro. Et ça finit ensuite en DJ set. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Cyril, ça va ? Bien, très bien. Merci de m'accueillir chez toi. Cyril, je te reçois parce que tu es le fondateur du Rix Club à Montreuil. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans les sports de combat, de la boxe. Tu as fondé ce club qui organise des cours, mais qui a aussi une forte partie de promotion d'événements, d'organisation d'événements autour de la boxe. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre ton parcours, comment ça t'est venu, ce que tu y trouves là-dedans, les liens entre la boxe et l'art, l'organisation d'événements. Est-ce que ça te va comme programme ? C'est top, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Cyril ? Alors, moi, je m'appelle Cyril Ladias, aka Chicho, on m'appelle aussi Chicho. Et je suis boxeur, enfin j'ai commencé la boxe, les premières compétitions en 2006, je crois, 2005. Et je suis toujours resté dedans. Je suis toujours resté dedans, mon frère aussi est boxeur. Et bref, pour en venir au départ, j'ai commencé la boxe suite à des problèmes de santé. Donc j'avais une maladie auto-immune pendant des années quand j'étais petit, qui fait que ça m'empêchait de bouger, de faire plein de choses. Et dans les années 2000, il y a eu un début de traitement avant autorisation mise sur le marché, qui m'a permis de refonctionner à peu près normalement. Et à ce moment-là, j'étais un peu hyperactif et je suis rentré dans la boxe. Et tout de suite, ça m'a plu. J'ai continué, j'ai fait des petites compétitions. D'abord en boxe française, d'ailleurs. T'avais quel âge ? J'avais 14 ans. La maladie, elle a commencé vers mes 7 ans. Et de mes 7 à mes 12 ans, c'était des traitements, l'hôpital, etc. 12-13 ans. Et à partir de 13 ans, il y a eu ce traitement. 15 ans, je crois, à peu près, je commence. Et tout de suite, on va faire des petites compétitions et tout. Je m'attache vite au groupe. On fait vite. J'aime le principe des salles de boxe. Faire sa place, prouver sa place. Pas d'excuses, tout le monde au même niveau. Charbon. Charbon, mais surtout lien, vraiment. Dans le sens où quand on est un petit enfant malade, un peu voilà, qui a pas vraiment confiance en soi, etc. À la salle, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de dire, de ramener un background, ci, ça. Juste on fait ce qu'il y a à faire. Et quand on le fait bien, tout de suite, il y a une espèce de langage qui s'installe entre toutes les personnes qui sont là. Et c'est ça que j'ai kiffé. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment jamais lâché la boxe. J'étais pas mal, je faisais mes petites compétitions, j'étais un bon boxeur, on va dire, de salle, et je faisais des petits galas à droite à gauche où j'étais pas mal. Même en championnat, j'arrivais à faire des choses. Mais j'ai toujours privilégié quand même les études. Je savais très bien qu'il y avait, surtout à l'époque, dans les années 2000, il y avait rien à gratter dans la boxe. Et mais ça m'assurait un équilibre, quoi. Et donc, j'ai poursuivi mes études, et en même temps que je faisais mes études, je boxais. Et je me suis retrouvé de fil en aiguille, parce que j'aimais dessiner, parce que j'étais beaucoup dans mon enfance, vu que j'étais beaucoup à l'hôpital, beaucoup assis, je pouvais pas trop bouger. Bah, du coup, je dessinais. Ouais. Et j'avais trouvé un truc, sans trop savoir ce que c'était, d'art appliqué, des études d'art appliqué, vous pouvez rentrer. Donc tu faisais des études d'art appliqué. Et je suis rentré au lycée dans les études d'art appliqué. À l'époque, ça s'appelait STI. Et j'ai fait ça. Donc j'avais à Lyon. Ouais. Et donc moi, j'avais déjà mon club de boxe, ma boxe. À l'époque, je faisais des petits stages en équipe de France, en boxe française. Donc t'avais quand même un vrai niveau. Ouais, j'avais un bon niveau quand même. Je boxais, mon frère était lui en boxe anglaise directement. Moi, je faisais des combats un petit peu en boxe anglaise, mais je boxais surtout en boxe française. Et j'étais resté là-bas aussi parce que j'avais mon groupe de potes, quoi, qui était dans ce club-là, et mon frère, il était dans un autre club. Et bref, je boxais quand même aussi en boxe anglaise un petit peu.
Et donc j'avais ce monde-là que je fréquentais, c'était mes amis de tous les jours. J'étais en week-end en compétition avec eux, on partait en stage, j'étais tous les soirs à l'entraînement avec eux et en même temps, j'avais les études d'art appliqué. Ouais. Où là, c'est un autre monde total. D'autres D'autres personnes. personnes, d'autres styles, souvent il y avait une école par région, un truc comme ça. Donc il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, pour faire appliquer. Souvent, c'était des gens qui étaient vraiment ultra passionnés des arts appliqués, du dessin, dès le lycée. Moi, j'étais là un peu, j'aimais bien dessiner, quoi. Je me suis dit: «S'il y a un Mmh. boulot à faire avec le dessin» et que j'étais pas trop mal en cours, donc j'ai été là et puis j'avais ma boxe. Mais voilà, c'était vraiment 2 mondes parallèles, quoi. Et en art appliqué, c'était des gens, assez privilégiés, fils Non, d'architectes? il y Non, il avait y un avait peu de ça brassait tout. quand même ou? Ça va quand même, en termes de capital, social, on va dire. Pas social, mais culturel. Ouais, C'est des gens qui étaient quand même bien éduqués, heu, qui avaient eu par leurs parents accès à plein de choses, grandi dans les musées, pas forcément dans les musées ou ah, autres, hein, même, vu que les arts appliqués, ça reste quand même très pratique. d'accord. Donc il y avait un côté, oui comme ça, mais c'était classe moyenne, quoi, on va dire. Vraiment, c'était école publique. Il y avait un concours pour rentrer, c'était vraiment les écoles publiques, Mmh. et donc du coup, il y avait des gens de Nevers, de je sais pas où, enfin des régions autour qui venaient, qui arrivaient à Lyon, c'était leur premier truc un peu d'étudiant, enfin juste après le lycée en BTS. Leur premier truc, étudiant. Moi, c'était ma ville, je connaissais ça, je boxais, donc je fréquentais pas trop les Mmh. gens des cours, juste je venais, je faisais mes cours. C'était un peu galère, mais j'arrivais à tenir à peu près. Au point que, j'étais un peu, dans mon coin, quoi. Au point que j'étais convoqué, Ah merde. régulièrement, chez l'assistante sociale. Parce qu'ils me voyaient revenir avec des cocards, des trucs Ah comme ouais. ça, le petit blondinet en art appliqué, ils se disent: «Mais il se fait taper ou il y a un Ouais. truc», c'était pas à la mode, hein, la boxe à l'époque. Ouais, c'était un pas très bien perçu. Je sais pas si on peut dire ça comme ça? Ouais, c'était vraiment, acté que c'était un truc de quartier, quoi. De gens de quartier, les galas, c'était des gymnases pas chauffés, enfin, faut toujours un peu comme ça, mais en vrai, c'était vraiment le monde fermé, personne voulait y rentrer, quoi. Et nous, on était là et j'étais un peu entre les 2. Et justement, je me suis fait de très bons potes aussi dans les études, dont un, Simon Bournel, dont on reparlera sûrement, qui, a commencé à s'interroger lors d'un voyage à Manchester, justement. Et avec l'école. Et puis moi, j'étais en régime à ce moment-là, parce que j'avais un combat dès qu'on rentrait. Donc toi, tu vas à Manchester Je vais à Manchester avec avec ton l'école école, d'art appliqué? d'art appliqué et je suis en régime parce que j'ai un combat, juste après. Et je me retrouve à côté avec, Simon dans le bus, quoi. Même si je parlais pas trop, vraiment, je parlais pas aux gens des cours et tout. Mmh. Et donc il me voyait pour lire mes magazines de boxe, pas manger, il me dit: «Ouais, c'est quoi?» hein, et on parle de boxe et ça lui semble cool et on commence à parler sur le sujet et il se dit: «Mais en fait, c'est pas du tout, ce qu'on imagine de la boxe, en fait, Mmh. ce qu'on voit». Parce qu'en plus, les clubs de boxe, le milieu de la boxe en joue. Ça commence à changer un peu, mais les gens aiment trop, montrer, des affiches, comme j'appelle les affiches kebab, avec une tête méchant, un gros titre en rouge, Mmh. des pitbulls, Pas friendly, quoi. ouais, puis c'est un peu, dans le truc, c'est notre truc, quoi. On le garde, c'est nos codes, c'est nos trucs. Et de fil en aiguille, nous, on est restés en contact avec Simon. Moi, je suis parti vivre à Manchester après, boxer là-bas. Je vais faire des combats et puis, j'ai, essayé de monter un peu des marques, fait des trucs, et j'ai fait 1 an d'études d'abord. 1 an d'études pour terminer mes études et puis je boxais en même temps. Et en revenant d'Angleterre, on était toujours un peu connectés avec Simon. Je dis: «Mais moi, je voulais plus boxer déjà à l'époque. Ouais, j'avais fait le tour, pour moi, ça suffisait. Mais bon, en revenant, je me suis entraîné un petit peu, puis je suis passé mon frère était déjà pro, on me proposait de passer pro, de faire des trucs, donc je me suis dit: «Je vais faire, voir l'expérience, quoi». Mmh mh. Et dans le même temps, avec Simon, on s'est dit: «Ah, mais il faudrait vraiment qu'on fasse un truc, pour montrer la boxe, tous ces côtés-là que les gens voient pas, quoi». Parce que ton ami Simon, lui, il était pas boxeur, Il était pas pour boxeur, le coup? du tout, ouais. Mais je l'ai mis dedans, quoi. De gré ou de force, au bout d'un moment, quand on est là, tout avec quelqu'un j'étais encore dans le truc, des fois je coachais des jeunes, des fois des Ouais, fois ça. Et non, il s'est retrouvé, puis il a kiffé même, beaucoup de gens kiffent l'imagerie, toutes les histoires qu'il y a dans la boxe. bien sûr. Parce qu'il y a les histoires que tout le monde connaît un petit peu, mais même, sans creuser très loin, tous les gens qui sont dans ce milieu-là, qui sont un peu investis, c'est qu'il y a quand même une histoire. Il y a un équilibre à trouver. Souvent, on fait pas de la boxe par hasard juste pour faire de la boxe et surtout, on n'y reste pas. Si on y reste, c'est que donc nous, on s'est un peu saisi de tous ces
de nos histoires et on les a diffusées, quoi. Et on s'est rendu compte que justement, grâce à ça, on arrivait à ramener des gens qui sont plus habitués, plus privilégiés, qui ont Mmh. l'habitude de l'offre culturelle, sont venus vers la boxe et sont inscrits dans des conditions normales, de ces associatives normales. Enfin voilà, ils sont investis dedans. Et dans l'autre sens, ceux qui étaient déjà un peu, le public déjà un peu conquis, des quartiers, quand on va faire des initiations, des Ouais, trucs, on a tout de suite, ça fonctionne, 150 jeunes, des par-ci par-là, qu'on fait des et bah, là, on les a ramenés vers d'autres trucs, où on a fait intervenir, des gens du milieu de la culture pour, après on n'est pas les premiers à le faire, hein. Il y a d'autres clubs qui l'ont très bien fait avant nous, qui le font toujours. Je pense à Aubervilliers, Ouais. à Saïd Benadjem, pareil, le club d'Aubervilliers, qui ont un qui arrivent à faire des ponts entre des publics qui se fréquentent pas, via la culture ou via le sport, qui sont assez efficaces. Mmh. Donc ça, c'est ce que tu fais avec le Rix Club. C'est ce qu'on fait avec le Rix Club. En fait, c'est ce qui a lancé le Rix Club. Donc le Rix Club, c'est un club de boxe Ouais, maintenant c'est un club de boxe. que tu as fondé il y a 10 ans. En gros, c'est un collectif avec lequel on a commencé à monter des soirées. D'abord boxe loisirs, avec des expositions, des gens un peu qui gravitent des deux milieux, qu'on a réunis autour de la boxe. On a commencé en collectif et ensuite ça s'est structuré en association en 2021. Et là, on a commencé à organiser des galas pro et amateurs, avec tout ce côté, ce format un peu inédit entre sport et spectacle. Enfin, nous, on assume complètement le côté sport-spectacle de la boxe et autour de ça, on monte des formats un peu inédits, quoi. Avec le voilà. Mais c'était un club de boxe à l'origine Non, ou ça a été pensé pour faire des galas, ça a été pensé de base pour diffuser la culture boxe. diffuser la Ouais, culture boxe? au tout départ. Et ensuite, on a fait travailler des artistes sur le sujet, on leur donnait le sujet, on a fait des expos, des trucs comme ça, des rings, et de fil en aiguille, moi, j'ai de plus en plus intervenu dans tout ce qui est sport santé, sport, dans les quartiers, sport santé mentale. Et bah, de là, on a mixé les 2 vu que j'en étais déjà sur les soirées avec un côté plus, spectacle, culture et cetera. On les a fait intervenir dans nos actions, sociales, en gros. Et sociales plus, pratique sportive, en fait, c'est un club. De là, avec toutes ces actions-là, la ville dans laquelle on est le plus présent, c'est à Montreuil. Ouais. Et bah, la ville nous a proposé de nous mettre à disposition un espace qui était tout à retaper et qu'on a, de fil en aiguille, on s'est associés, on a monté des projets. On a retapé la partie hangar et on a vraiment ouvert le club de boxe avec le public qu'on Mmh. avait déjà, parce qu'on s'entraînait dehors dans les antennes de quartier, on avait déjà un peu de monde. Juste pour bien comprendre, toi, comment tu arrives à Montreuil et c'est là que tu organises tes premières soirées? Non, les toutes premières soirées, on les a organisées heu, la première, on l'a organisée au Point Éphémère, quai de Valmy. Je crois que c'est dans Mmh. le ensuite, Mais déjà, comment ça te vient l'idée d'organiser une soirée? ouais, d'où ça me vient. D'où ça vient Ouais, ouais, cette idée même? ouais, 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 clairement. Parce qu'on passe un peu vite dessus, mais en fait, je suis parti, donc vivre en Angleterre après mes études, enfin pour finir mes études. Et je me suis retrouvé dans un autre monde total, total, parce que, bon, moi j'étais encore dans la boxe à cette époque-là, j'étais encore un amateur, je boxais, je faisais quelques combats, même si j'étais de plus en plus dans les études. Je venais de finir une licence pro en alternance. J'habitais à Montreuil déjà à l'époque, c'était en 2009. Mmh. J'habitais, vers Robespierre. Et avec l j'ai ils m'ont là où je faisais mon alternance, ils m'ont employé, j'ai gagné un peu d'argent et je suis parti en Angleterre parce qu'il y avait une année d'études que je pouvais faire, heu, dans cette fameuse école d'art dans laquelle on avait été visiter à l'époque du lycée Qui avec, était ton Simon. voyage Ouais, où mon tu as ouais, rencontré ton pote Simon, exactement, quand tu lisais tes magazines? c'est ça. Et je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion d'aller à Manchester, quoi, de faire un truc et puis de boxer, quoi». Tu avais bien aimé la ville ou Mmh. Même pas, non? OK. ouais. Non, parce que je savais que ça boxait là-bas en Angleterre, quoi. OK. C'est vraiment une nation de boxe. Quand tu es dans Ouais. la boxe, on le sait, c'est en Europe. À l'époque, il y avait un peu l'Allemagne encore, mais sinon c'était tout, en Angleterre. Nous, en France, on était vraiment, comme on dit les Roumains de la boxe, quoi.
C'est qu'on les appelait pour perdre en Angleterre ou perdre en Allemagne. Et même s'il y avait il y a des super écoles de formation, il y a des bêtes de boxeurs. En amateur, ils sont toujours très forts, mais c'était un peu Donc, c'est le pas schéma connu pour classique. être des gros boxeurs. Non, mais surtout, on n'avait pas de gros promoteurs, il y avait pas d'intérêt parce qu'il y avait pas vraiment de public. Mmh. Donc, il y avait pas d'intérêt pour les gens de mettre vraiment un peu de l'argent en France. Donc, quand on t'appelait, c'est que le combat, le matchmaker, il t'appelait pour que tu perdes, quoi. Mais Mmh. bref, ça boxe tout le temps là-bas. Il y a une vraie culture de la boxe. Donc, je suis parti là-bas. Les premiers mois, je pensais que j'étais déjà accepté, moi, dans le truc. Mais en fait, fallait parler anglais. Fallait passer un diplôme IELTS. Je savais pas. Donc, du coup, j'avais pris mes affaires pour 3 jours, mais je me suis retrouvé pendant 2 mois et demi, 3 mois. Du coup, à être en auberge de jeunesse pour préparer le concours, là, pour pouvoir rester après pour les études. D'accord, donc tu vas là-bas en te disant: «OK, je vais Je faire passe mes 2 jours, je fais mon études». inscription. Non, d'abord, j'y pars, de Paris, là, quand j'habitais à Robespierre. Je dis: «Je pars, m'inscrire, finaliser mon inscription», parce que j'avais reçu la lettre comme quoi c'était bon et je venais de finir mon contrat au Quai Branly où Mmh. j'avais eu un petit contrat et sauf que quand j'arrive là-bas, ils me disent: «Ouais, très bien pour l'inscription, mais il me faut l'IELTS». Ouais. Mais je savais pas, en fait, j'avais pas à calculer. Juste Donc l'IELTS, c'est un test d'anglais qui est quand même assez dur. ouais, Il faut savoir, lire, décrire des images ou des graphiques et parler aussi. C'est ouais. pas juste un QCM, hein, Non, c'est ça, c'est un vrai test, c'est un l'IELTS. vrai test et nous, il y avait une note minimale qu'on devait avoir aussi, parce il y a des grades, quoi. Bref, j'étais pas prêt du tout, je parlais pas anglais, vraiment, anglais de collège, quoi. Et donc j'ai trouvé une auberge de jeunesse, je me suis retrouvé dans une auberge de jeunesse et là, vraiment, j'étais dans la ville, quoi. Donc fallait que j'allais en cours le matin, j'en avais des cours, pour à la fin, il y avait ce test-là et le reste de la journée, bah, je me démerdais, quoi. Donc du coup, je me suis retrouvé à rencontrer, d'abord, je me rappelle un Algérien qui était avec moi dans l'auberge de jeunesse, puis après des gars et puis du coup, je me suis mis à sortir un peu tout seul pour voir la ville. Donc aller des fois me poser dans un café, faire un tour et puis salle de boxe, quoi, Mmh. direct. Donc du coup, j'ai commencé dans la salle de boxe. Dans la salle de boxe, j'ai rencontré des mecs qui faisaient un peu de la sécu, des trucs, donc j'y allais avant le service, je parlais un peu et bref, j'ai bien progressé en anglais en 3 mois et puis je me suis bien intégré dans la C'est ville, bien, quoi. tu Ouais, fondu dans l'univers. dans l'univers, il y avait pas d'étudiants encore, c'était pendant l'été et bah, j'ai commencé la boxe là-bas. J'ai commencé à boxer là-bas, pareil, en parallèle de mes études, j'avais mon année d'études et je boxais et ça s'est bien passé parce que on a une bonne école de formation quand même en France. J'ai fait mes quelques combats, niveau régional, j'ai gagné les finales régionales, et surtout, j'ai vu comment ça se passait et là, je me suis dit: «Ah ouais, c'est vraiment, le côté, c'est familial, les gens viennent voir de la boxe, le dimanche les combats de championnat ici, on les fait à Pouchet. Je sais pas si tu connais Pouchet? Non, ça me dit rien. C'est un gymnase dans le 17e où tous les amateurs, tous les boxeurs passent par là et c'est un gymnase pas chauffé, comme on disait, Mmh. grand truc, et soviétique un peu, tu vois? On À fait le la truc dure. à la ouais, enfin à la dure surtout en mode, il y a pas de moyens, quoi. Pas de moyens, on vient, on fait le truc, on boxe pour boxer. Là-bas, il y a plus un côté, tout de suite, il y a tu un petit, une reconnaissance sociale, quoi. Les gens viennent en famille dans le pub, voir les petits combats du championnat de la semaine, voir les nouveaux boxeurs, le champion du quartier fait le truc de la ville, et c'est tout dans des pubs avec des mecs qui organisent et qui font, repas, plus boxe et les soirées, c'est des petites soirées. Mon premier combat, je le fais dans une boîte de nuit, tu vois? En amateur. Donc là et les gens c'est une boîte de nuit qui fonctionne. C'est pas genre boîte de nuit, Craignos, ouais, du fin non. fond de on sait pas Et où. puis il y a un petit combat, après il y a la soirée, enfin, Oui, ça fait partie du de la paysage, des ouais. soirées, tu peux avoir une soirée boxe comme tu peux avoir des mecs qui vont venir faire des gigs, dans des bars, des trucs comme ça. Et du coup, quand je reviens en France, je me dis: «Mais c'est ça, en fait, le truc». C'est que les gens, ils ont pas compris qu'en fait, faut désacraliser tout ce côté-là de la boxe, comme, on est les méchants, on est des durs, nous, c'est la Ouais, prison. ça Tu vois ce rigole que je veux dire? pas, on est là Ouais. pour tuer Non, juste l'autre. on boxe, en fait, On voilà. fait du sport, en fait. C'est ça, on fait du sport, juste on boxe et le public respecte ou respecte plus ou moins ce sport, ça, c'est leur problème. Mais dis ce que tu fais, tu vois? Mmh. Et voilà, donc du coup, je suis revenu d'Angleterre, un peu, dans l'urgence et tout. Je suis arrivé d'abord dans le 18e, à j'étais à Porte de la Chapelle. Je suis resté quelques années, puis je suis revenu à Montreuil
Et de là, quand on était dans le 18e, c'est pour ça qu'on avait fait Le au point point éphémère éphémère. aussi. Du coup, des connexions, c'était pas loin. Et il y avait le Battling Club aussi. Parce que Donc le Batting Club, c'est un club de boxe dans le 10e arrondissement de Paris. ouais, Tu dis que c'était un peu le club qui a lancé la boxe. faut rendre à ce qui est comment on dit, rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que le premier club, après peut-être qu'il y en a que je connaissais pas et tout ça, mais le premier club en France, parce que moi j'ai boxé à Lyon longtemps, à Nancy un petit peu, en Île-de-France et à Manchester. Et c'est vrai que le seul endroit, en tout cas, moi quand je suis revenu en France, c'était 2011 ou 2012, je crois. Il y avait les clubs de boxe, c'était des clubs de boxe. Donc ça veut dire c'était des salles associatives, souvent de quartier, où tu venais, 80% des gens qui étaient là, c'était pour la compétition. Les 20% qui restaient, c'était des anciens compétiteurs ou des gens qui traînaient plus ou moins pas loin de la salle. Et il y avait pas de place pour découvrir la boxe entre guillemets. Pas pour le loisir. Pour le loisir en tout En gros, cas, t'y ouais. allais pour t'envoyer, quoi. Ouais, plus ou moins. En vrai, c'était un peu ça. T'allais, quand tu t'inscrivais, c'est que t'étais déter, que tu disais que tu voulais faire de la compète, quoi. Et il y avait sûrement des clubs un peu plus loisirs et tout ça, mais à grande échelle comme le Battling, où vraiment ils mélangeaient les publics et c'était quand même puriste boxe. C'est-à-dire qu'ils avaient un très bon coach en termes de coaching puriste boxe qui faisait le taf. Guillaume Clément, je crois qu'il est toujours là-bas, qui était un très bon coach, qui faisait qu'il y avait le côté vraiment c'est une salle de boxe. Et après, les gens, libres à eux d'aller aussi s'affilier à un autre club pour faire de la compétition ou des trucs comme ça. Et ils avaient créé vraiment il y avait un public ouvert de tout type de personnes qui venaient vraiment pour la boxe. Et ils avaient la même chose un peu en lutte, des trucs, mais la salle a été connue, enfin, il y avait ce côté-là pour la boxe. Et toutes les salles parisiennes, en vrai, sont parties de ce modèle-là. Mmh. C'est-à-dire de base, le temple, c'était avant le temple, avant Apollo, c'est un peu le grand frère de Mmh. tous ces chaînes-là qu'il y a Qui a maintenant, ouvert la voie. qui a ouvert la voie. Et nous, bah, on donnait des cours ici. Je crois qu'il y avait Jérémy Denis aussi à l'époque. Il y avait Sam du district, Salem du Cube, euh, euh, Kamel même du V-Punch, un moment. Enfin voilà, tous les gens qui ont monté un peu des salles après, les années après, ont gravité Ouais, à un OK. moment donné comme coach ou compétiteur. Nous, on était plus compétiteurs de là-bas. Et en fait, Philippe Dumont, qui était le fondateur de ce truc-là, nous a montré en fait qu'en fait, il y avait un public. Et là, une fois qu'on a vu que tout le monde a vu qu'il y avait un public, ouais, il y a des trucs à faire. Et c'est de là qu'on a monté les premières soirées, parce que nous, c'était plus des soirées de base, de la promotion, l'activité de promotion qui nous intéresse et qui nous intéresse, enfin, qui nous intéressait et qui nous intéresse toujours. Et, et on a fait des événements comme ça pour ce public-là, en se disant, bah voilà, c'est ce public-là. Et en fait, ça a marché bien plus largement que le battling. Quand tu dis des soirées à l'époque, c'est quoi le le format de ces soirées? Il y a des combats? Qu'est-ce qui différencie? C'est un gala? C'est autre Ouais. chose? C'est un gala, mais c'est un format un peu inédit, complètement inédit, où on est vraiment, on assume le côté sport-spectacle et on le met au même niveau. Donc, on travaille avec des gens du monde du spectacle. On, on met beaucoup en avant des boxeurs, des teams, en fait, de boxeurs, par des qualités qui leur sont propres ou qui sont nous-mêmes qu'on travaille. On travaille avec des artistes qui vont exposer tout ce qu'on va leur exposer autour de la boxe pour des valeurs qu'on veut transmettre, etc. Du coup, ce qui fait que quand on arrive dans les soirées, il y a un côté immersif Mmh. où le public prend vraiment part au jeu. Et c'est de là, c'est grâce à ça en fait qu'on a pu mettre en avant des boxeurs qui avaient encore rien, qui avaient, comment dire, pas rien prouvé, mais qui avaient aucun titre, Qui aucune avait tout chose à grand prouver. public, ouais, qui avaient tout à Mmh. prouver, mais du coup, qui pouvaient pas démontrer en montrant un papier en disant je suis telle personne ou je suis ici ou je suis ça. Et en faisant ça, on a réussi à attacher un public à des boxeurs, à des gens, à des clubs qui faisaient qu'à chaque fois qu'on réorganisait, en mettant en avant ces personnes qui gravitent autour du Rix Club, on avait un public en fait. Tu as, créé une histoire Ouais, autour de personnes auxquelles on pouvait ouais, s'identifier. On avait envie de voir s'ils revenaient à la soirée ouais, si, d'après pour, ouais, gagner parce qu'ils avaient perdu avant. ouais, Non, je ouais. sais pas, si? C'est ça. Ouais, ouais, bah, de manière assez large. Et après avec toujours un gros travail sur la musique.
Donc voilà, on travaille avec des musiciens, on travaille avec des gens de la lumière, des trucs comme ça. C'est vraiment un gros travail de scéno, ce qui fait que les gens, quand ils venaient vivre ce truc-là, il y avait une vraie expérience, il y a un vrai lien qui se crée entre les gens. Et il y a 2 publics, vraiment, qui sont ensemble, qui marchent ensemble, qui fonctionnent ensemble. C'est le public de la boxe, qui sont là pour leurs boxeurs, parce qu'on les met aussi en avant, et le public, culture, qui viennent un peu souvent par curiosité, qui s'intéressent un peu de loin à la boxe. Et en fait, ces gens marchent ensemble et au bout d'un moment, ça crée des inscriptions dans les clubs, ça crée du lien qu'on arrive après à faire. Nous, au niveau de la ville, au niveau social, ça marche bien pour les antennes de quartier, l'accompagnement scolaire, etc. Mais ça marche aussi tout à fait de la même manière pour les entreprises, les boîtes, les team building, ce genre de trucs. Je voudrais qu'on revienne après sur les publics, mais si on reste un instant sur les événements, toi tu les appelles les boxing shows, Ouais, c'est ça? boxing show, ouais, en fait, de base, on les appelle vraiment les Rix Club. Yeah, OK. Et vu que là, qu'on commence à changer d'échelle et qu'on va en faire de plus en plus sur des thèmes plus ou moins différents, le Rix Club les Rix Club vont changer de nom et on aura notre petite entité pour les événements hors les murs. Parce que le Rix Club, maintenant, c'est de plus en plus attaché au club. Donc c'est le club, le Ouais, hangar là dont ouais, dont on parlait. le Rix Club qui va faire donc la formation de boxeur, qui fait déjà et qui va, s'atteler à faire de la promotion. En gros, le Rix Club, ce hangar-là, c'est le vivier, c'est notre cuisine. C'est là où on teste, on fait, on forme et ensuite, tous les événements hors les murs, c'est là où on met en avant les, heu, les gens autour, les méritants, voilà. Donc en gros, vraiment le hangar du Rix Club, c'est une salle associative avec des prix OK. associatifs, plutôt réservés aux gens de la ville parce qu'on n'a pas encore les installations nécessaires pour le confort, pour tout ça, pour accueillir trop de monde. Mais la promotion, les événements Rix Club, qu'on appelle Rix Club, vont trouver leur propre, Sur ces événements justement, c'est combien de personnes pour, dans les soirées? T'en fais tous les trimestres? ouais, Tous les semestres? C'est quoi un petit peu le format? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que tu as ouais, amélioré au fil du temps? ouais, Est-ce que c'est un public qui revient? ouais, ouais. Est-ce que tu Je peux vais nous développer un peu là-dessus, ouais, ouais. carrément. Bah, en fait, le Rix Club, donc là, on arrive c'est notre 10e année où on les fait. Pour l'instant, on fonctionnait à, heu, une une minimum à 3 soirées maximum qu'on a fait par an. Par an. Par an. Par an, en dehors, je parle des vraies soirées Rix Club, en dehors de tous nos petits événements qu'on peut faire dans les quartiers, pendant l'été, la saison estivale où on monte des rings à droite à gauche, on fait des initiations et des petites choses. 3 par an et là, du coup, on a réussi à structurer maintenant avec le lieu, grâce au lieu, à une équipe, à avoir du monde et commencer moi, je vais pouvoir aussi me concentrer un peu plus justement sur ce format-là, là, de format hors les murs. Donc là, sur la saison prochaine, on a un planning où on serait à peu près à 6. Voilà, Donc un événement tous les 2 mois. à peu près, pas tout au même endroit. On a avec des partenaires, on est encore en train de chercher certains partenaires et l'idée, c'est de toujours avoir notre vivier quand même dans le 9-3. Voilà, sur l'image de marque, sur nos les gens qu'on forme, sur, notre roster quoi, on va dire. C'est que toi, tu as l'air d'être très ancré à Montreuil. Ouais. Et mine de rien, avec toutes ces années où on n'avait pas de salle, mais on bossait dans la boxe et on organisait et on aidait certains boxeurs. On a, des partenariats avec plein de clubs d'Île-de-France avec qui on peut travailler et idem à Lyon, parce que bon, moi j'ai été formé à Lyon, donc maintenant les gens de ma génération aussi ont des clubs, voilà et dans d'autres villes et à l'étranger. Et sur ces événements, tu peux nous dire un petit peu comment ça se monte? Ouais. Combien ça alors faut préciser que c'est une activité, c'est pas une activité associative, là, c'est une Là, sur activité, les événements, commerciale. voilà, sur l'événement, jusqu'à présent, ces événements-là nous ont servi et nous servent encore, en partie, à financer la réaffectation du lieu. Voilà, Mmh. pour pouvoir faire les travaux, pouvoir avoir les outils nécessaires à le développer.
Donc jusqu'à présent, ça nous a servi à ça. Et là, aujourd'hui, qu'il y a d'autres partenariats, que la ville a vraiment acté son soutien au projet et euh, et qu'on veut avancer, on va séparer les deux activités. Ouais. Et l'activité de promotion, l'idée, c'est de faire donc les galas qu'on sait faire, avec toute l'image qu'on sait faire aussi, parce que mine de rien, j'ai été formé, beaucoup de gens de l'association ont été formés dans la communication visuelle, illustration, etc., vidéo. Donc l'idée, ça va être sur ces six événements-là, c'est des événements en général, on est entre, quand on a toujours fait à guichet fermé, enfin, C'est-à-dire que plein, c'est complet. c'est complet, entre 600 et sauf au point éphémère, les premières où c'était plus petite, c'était plus du 300-500, mais les salles étaient petites. Et entre 600 et 1200 personnes. C'est Voilà. énorme. Surtout, c'est sur des combats où on n'a pas de combat tête d'affiche. Il n'y a pas de tête d'affiche. Il y a des gens du coin qui boxent contre d'autres gens du coin. Et il y a un enjeu qui est mis en scène avec le ring, la lumière, la musique, etc. Ouais, Et c'est plus une soirée festive qu'une soirée avec un enjeu sportif. c'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est les deux. Ok. Ça dépend de quel point de vue on se place et ça dépend comment on arrive dans la soirée aussi. Oui, parce que tu Ouais, sais qu'il y avait deux publics en fait. ouais, il y a deux publics, ils arrivent dans la soirée de manière différente, mais dans les faits, une fois que l'action est en train de se passer, ils sont là l'un et l'autre pour supporter un truc et ils ont juste des manières de faire un peu différentes. Et ça se connecte assez bien grâce à ça. Et c'est vrai que quand il y a les combats officiels, les combats pro, etc., voilà, il y a toute une partie, enfin, le boxeur, il est là pour l'enjeu sportif. Et tandis que le public, il est là pour soutenir son préféré, ni Hmm. plus ni moins. Du coup, ça met à côté un peu tout le monde au même niveau. Quand on organise, souvent ce que les boxeurs nous disent et ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est qu'il y a pas de, il y a pas de, personne peut être avantagé. Nous, on est la Suisse, quoi. Quand on organise un truc, c'est pas nous les arbitres, c'est pas nous les trucs. On met tout le monde au même niveau, on pousse les uns et les autres. Le speaker travaille pour les uns et les autres. Et c'est ça qui fait qu'il y a une ambiance assez spéciale et qu'on a vraiment cette mentalité, même si des fois on fait du pro, du début pro, la mentalité amateur, boxe amateur. Tu viens, tu fais de ton mieux, tu gagnes, tu perds. À chaque fois, les gens ils seront contents, quoi. Tu prends ton expérience. Mais il te faut quand même un matchmaking à peu Ouais. près pertinent, enfin pour Ouais, faut pas faire que des combats équilibrés. C'est pas qu'il y ait- difficile. C'est assez Ouais. difficile en France. Enfin, c'est de moins en moins. Mais jusqu'à présent, ça a été quand même assez difficile parce que surtout dans les débuts pro, les gens veulent pas s'affronter. S'ils se connaissent, s'ils sont du même coin, si oui, on s'affrontera quand il y aura un titre en jeu, mais si ça se trouve, tu auras jamais de titre en jeu. La plupart du temps, tu boxes. Enfin, surtout les générations d'avant, on a, je pense encore maintenant, mais c'est vrai qu'on, nous, on boxait pour boxer. Il y avait un côté, tu faisais parce que tu avais besoin de faire ça. Et c'est vrai qu'avec toute la hype qu'il y a eu là, avec Mayweather, avec tous ces trucs, même quand on est dans les antennes de quartier et tout, c'est vrai que on retrouve la mentalité qu'on avait sans faire le vieux jeu, hein. Je sais pas si la plupart des jeunes l'ont ou l'ont pas, mais la mentalité qu'on avait, on faisait parce qu'on avait kiffé ce sport et qu'on voulait performer dans ce sport, prouver dans ce sport. Et avec les Mayweather, le bling bling, le rap, les trucs, il y a un côté ouais, combien je vais toucher, ouais, je vais percer, je vais toucher tant de millions, c'est combien le combat, enfin. Tandis qu'il y a encore les filles, parce que les filles, elles ont eu leur JO qu'à partir de 2012. Ça a toujours été sous-développé politiquement la boxe féminine. Et les filles qui boxent, qui veulent vraiment boxer, qui viennent s'inscrire dans le club, nous on en a beaucoup qui viennent s'inscrire. C'est vraiment avec la mentalité qui est un peu plus saine, je trouve. Qui est là, ce sport je kiffe, je veux performer, je veux être Hmm. meilleur, je veux continuer, je veux plus, voilà. Alors que les jeunes mecs d'aujourd'hui ils veulent un prize money tout de suite, quoi. C'est pas forcément le prize money, c'est pas forcément lié à l'argent, mais il y a un côté, faut que ça brille, quoi. Ils veulent des Faut que ce soit vues. stylé, ouais, ouais. Tout de suite, il faut que Ouais, ça ouais. soit sexy alors que Ouais, je sais faire comme ça, enfin, lui il fait comme ça, donc je vais faire comme ça. Mais il manque le côté, gravir les échelons, pas ouais, forcément dans la enfin lumière tout de suite, se quoi. prouver à soi-même. Ouais, il manque ce côté se prouver à soi-même. Ils veulent tout de suite prouver aux autres. Donc c'est pour ça que moi j'ai interdit dans la salle tout ce qui est téléphone, filmé, trucs comme ça. Comme je disais au début, le hangar c'est notre cuisine.
Mais les seuls qui filment à l'intérieur, c'est s'il y a autorisation de filmer pour nous, pour filmer un gars parce qu'on veut le filmer ou. Maintenant, dans les salles de boxe, t'as les gens qui ramènent des trépieds pour se filmer. Ça, Ah bah, pas nous chez nous, justement. Ouais, mais ça, mais c'est. dans les d'autres salles que t'as pu voir. Ouais, où j'ai donné des cours même, dans les salles un peu plus loisirs, type battling, etc. Mais après, c'est pas forcément à jeter en soi. Mais même battling, tous les salles à Paris, on aime bien se filmer, montrer qu'on fait de la boxe un petit peu. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais le problème, c'est quand on veut former vraiment. La boxe, ça sert surtout à acquérir une certaine maîtrise de soi, une certaine concentration, parce que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes là, les nouvelles générations, niveau concentration, c'est incroyable. C'est 10 secondes, faut leur tenir l'épaule, sinon ils suivent pas la consigne, vraiment. Et, euh, et quand il y a le téléphone qui est autorisé, si c'est pas affiché un peu à droite à gauche, bah entre quand on va boire un coup, on check son téléphone, on truc, et on n'est pas vraiment. On est moins dedans. Ouais. Et c'est vrai que la boxe, c'est de la répétition même d'un truc qu'on n'arrive pas à le faire plein de fois jusqu'à ce que dans son cerveau, on se dise: «Ah mais si je resserre un petit peu mon coude, j'y arrive un peu mieux» et le truc se fait tout seul. Et donc juste pour la formation, pour tout ça, si on commence à mettre, justement se filmer, nous la salle elle est stylée en plus. Vraiment elle est stylée avec, c'est tout retapé et tout. Les gens ils vont tous vouloir se filmer, faire des rounds de sac et aller checker le téléphone si ça a bien filmé et du coup ça, comment dire? Ça nous met des bâtons dans les roues, quoi. Ouais, tu perds en densité et en C'est ça. qualité. Et dans les deux, parce que du coup, tout le monde s'habitue à avoir la salle sur son téléphone. Tout le monde s'habitue à s'entraîner, mais pour voir après si c'est stylé ou pas. Du coup, à la fin, t'es moins bonne formation et la salle, elle a rien d'exceptionnel, c'est rien de spécial. C'est pas un endroit où on vient, on est protégé justement du regard des autres pour travailler nos techniques secrètes, quoi, Mmh. entre guillemets. Ouais. Je comprends. Ouais. Si je reviens juste un cran en arrière sur les soirées, il y a un thème à chaque fois. Ouais, il y a toujours, C'est très théâtralisé, il y a eu guerre froide. c'est pas forcément c'est très, en fait, on essaye de faire des trucs très polarisants, mais heu, avec un côté bon enfant, quoi, décalé. Voilà, c'est le côté décalage. Il y a toujours un côté, qui est mis en scène, mis en avant en fonction des artistes avec qui on travaille, en fonction de plein de choses, des moyens qu'on a à l'instant T et ouais, avec qui on travaille en général. Qui font que, c'est vraiment, ouais, une soirée immersif avec un côté spectacle. Donc on peut parfois organiser sans la fédération de boxe. Où là, on organise des événements loisirs, mais avec tout notre savoir-faire qu'on a de mise en scène, de tout ça, on arrive à faire un événement qui prend de l'enjeu même pour des loisirs. On arrive à donner de l'enjeu pour des loisirs, à la manière un peu des white collars En des white Angleterre. collars en Angleterre, mais sans qu'il y ait cette connotation, de classe sociale. Parce qu'on n'a pas cette mentalité-là en France dans le côté associatif. C'est vrai que nous, on a un côté plus l'association enfin, sert à faire du lien. Voilà. Et pour faire une bonne soirée, Ouais. c'est quoi quels sont les ingrédients magiques? C'est un bon lieu, un bon thème? C'est un bon lieu, un thème qui va avec le lieu, hem, un bon public, avoir déjà établi le lien aussi avec son public, pour savoir communiquer. Parce que nous, quand on a nos soirées, il y a des gens, ils arrivent déguisés régulièrement sur les trucs, donc avoir à ce côté, voilà, une identité bien marquée. Juste, ils allaient déguisés dans le thème de la Dans le soirée? thème, ouais, Ah ouais, de la d'accord, OK. soirée, ouais, ouais. Ouais, dans le thème de la soirée, ouais. Ils se sont pas trompés de soirée, quoi. Ouais, non, non, on avait fait une soirée, années 93 Vice. Les gens, ils étaient venus saper, quoi. Ils étaient venus en Mmh. mode, Tupac, machin, donc non, voilà. Mais ouais, déjà, il faut une équipe qui sait de quoi on parle. Le concept a tellement été, comment on flottant, qu'il faut que les gens savent exactement de quoi on parle, comment ça fonctionne. Il y a un côté, ouais, le lieu, on l'a dit, le thème qui va avec le lieu. Il y a un côté musique très important, qui a travaillé en amont, à préparer quand même, qui fait, la différence et il y a le côté les artistes avec qui on travaille. Comment on va, heu, faire entrevoir l'image qu'il va y avoir à l'intérieur, avec notre communication.
Voilà. Voilà, faire sentir l'ambiance grâce à notre communication et ça, c'est un vrai taf en soi, quoi. Sur la musique, t'as des DJ sets, t'as des J'ai de la musiciens aussi? j'ai des musiciens, ouais. J'ai des musiciens, j'ai des DJ sets mais j'ai des musiciens avec qui on travaille depuis 10 ans. Du coup, c'est ça aussi qui fait la diff. Donc ils vont donner un concert Qui pendant qu'il do y a des combats? qui donnent des concerts, pas pendant les combats officiels, Ouais. mais sur certains combats, ouais, avec, une façon de faire bien à nous de composition. Des musiques qu'on a qu'on a créées en fait et on a un schéma de base sur lequel on arrive à réenfiler quoi, comme un collier. Et Et une fois que les combats sont terminés, la soirée se poursuit? Si en je comprends général, ouais, bien? ça continue parfois au même endroit, parfois à un endroit différent, en after party et ça finit ça dépendait entre 2 heures et 5 heures du matin, quoi. Ah oui, d'accord, Ouais, c'est, vraiment soirée. Donc les gens, pendant tout le côté boxe, il y a un côté boxe, il y a un côté où ça danse aussi, il y a un côté où voilà, la tension monte, quoi et le point d'orgue, c'est les combats pro, quand il y a des combats pro et ça finit ensuite en DJ set où les gens sont déjà lancés, quoi. ça me fait le lien avec, un dernier sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est les liens entre la boxe et la culture ou même l'art plutôt, au sens large. Ouais. Toi, tu allies les 2 par le dessin? Enfin, tu rentres là-dedans, par le dessin? Heu, En fait, je rentre dans la boxe et dans l'art, je rentre par 2 portes complètement différentes et je pensais pas jusqu'à persévérer longtemps dans ces 2 domaines qu'il y avait un lien. Mais pour dire la vérité, moi, je suis rentré dans la boxe pour la boxe et à côté, bah, fallait que je fasse des études. Je savais pas trop quoi faire et j'étais bon là-dedans parce que j'ai dessiné pendant longtemps, donc je suis rentré dans le dessin. Par le dessin, dans tout ce qui est communication visuelle, graphisme, art, quoi. Même si j'avais des parents, très cultivés, qui cherchaient vraiment aussi à nous ouvrir l'esprit sur l'art de manière générale, que ce soit la musique, ils nous avaient inscrits à l'école de musique, heu, sur le dessin, voilà. Moi, c'était vraiment une maman, toujours fière de ses enfants, donc tu faisais le moindre petit dessin: «Ah, c'est C'est magnifique, magnifique, tu es alors un c'était, artiste», donc ouais, mais ça motive, ouais, du non, coup, bien sûr, à non, mais tu faire te sens des ouais, poussé. c'est un poussé et voilà, on sait que ça existe. Enfin, moi, en tout cas, dans mon enfance, je savais que ça existait, qu'il y avait des boulots là-dedans parce que Mmh. mes parents m'ont dit: «Tu peux faire des études et tout là-dedans». Mais voilà, sinon, j'étais rentré dans la boxe parce que, faut faire autre chose que ses études aussi Mmh. et j'étais bon dans la boxe et puis voilà. Mais ensuite le lien s'est fait vraiment, dans mon expérience personnelle. C'était en fait, avec mon amitié avec, Simon Mmh mh. Bournel-Bosson, là, qui est, lui qui était pendant les études, c'était un bête d'illustrateur. Moi, j'étais plus un laborieux. On va dire en Mmh. boxe, c'était l'inverse. En boxe, j'étais plus, Mmh. plutôt doué, qui f ça je frappais sans trop forcer et tout donc il y avait un côté, c'était un peu facile donc ça me motivait et par contre, dans le côté, artistique, c'était le contraire. Déjà, j'avais pas le temps, c'était laborieux, on me demandait des trucs avec des concepts que je saisissais pas trop le sens, il fallait faire des trucs artistiques dessus et donc vraiment, je faisais ces 2 choses en parallèle. Quand je rentrais des compétitions, je disais: «Merde, j'ai ce rendu à faire et tout». Ouais, Le seul truc où j'avais des bonnes notes, c'est quand il fallait faire des trucs à l'arrache. Quand OK. il voulait des trucs expressifs ou des trucs comme ça et en fait, au fur et à mesure des conversations avec Simon, des choses et puis, moi, j'ai pris confiance aussi en mon coup de crayon, en ce que je savais faire, en vrai, ce que j'avais appris, là-dedans et la création du Rix Club, c'était vraiment, bah, en fait, on peut faire une image un peu stylée avec, Expo. On a fait des t-shirts qui ont tout de suite marché, des trucs comme ça et c'est là et en revenant d'Angleterre aussi. Il y a eu l'Angleterre, c'était vraiment un déclic aussi. Parce que là, c'est vrai que là, il y a un côté moins élitiste dans l'art là-bas qu'il y a Mmh. ici, qui fait que vraiment c'est un truc populaire. Tu fais de l'art, tu vends de D'accord. l'art, et heu et après, une fois que j'avais fait ce lien-là, bah, tous les liens sont évidents. En fait, dans la pratique, juste la pratique, on répète, on répète, on répète sans comprendre pour soi, même quand des fois ça nous saoule et moi bizarrement, c'était plutôt côté art que ça me saoulait où fallait pas baver, fallait, faire le truc, et en boxe, bah, j'avais ce principe-là que j'appliquais mais de manière un peu plus facilement et une fois que j'ai vu ça, bah, c'était évident.
Et du coup, dans ma manière de transmettre, j'ai des facilités parce que j'ai ce côté communication, Ouais. tu vois, et j'ai pu faire des liens, du coup les amener des jeunes vers la BD en leur faisant vers la BD, vers la photo, des choses comme ça, en leur montrant d'abord la pratique boxe, en leur disant bah en fait cette pratique-là, tu l'appliques à ça, ça marche. Et oui, il y a des boulots là-dedans, limite plus que dans la boxe. Enfin pas limite, il y a plus que dans la boxe. Et c'est ça une fois que maintenant une fois qu'on a compris ça, qu'on l'avait, on l'a plus lâché. Jusqu'à aujourd'hui où on sort une BD avec Simon. Ouais. Tu veux nous en parler un petit peu Ouais, je vais pour en parler un conclure, petit peu, ouais, pour l'épisode? finir. Et bah, on sort une BD autour de toutes ces histoires qu'il y a eu de la salle. Donc nous, ce qu'on a fait là jusqu'à présent, c'est qu'on aimait bien prendre la boxe comme pilier central pour raconter des histoires et raconter les histoires de plein de manières différentes. Et là, du coup, on a eu une possibilité. Simon avait déjà sorti 2 BD avec une filiale de Nathan qui s'appelle Lagrume, qui est une grosse boîte d'édition de tout ce qui est livres jeunesse et bande dessinée. Et on a eu une proposition d'écrire en fait sur la boxe. Mmh. Ça faisait des années qu'on bossait ensemble avec Simon, on avait pris tous les sujets de la boxe déjà entre nous et on a galéré un petit peu à l'écrire. Donc moi, j'étais au scénario avec Simon et Simon, au dessin et au scénario et On moi t'a on pareil dans on t'a pas retenu pour le dessin? non, on m'a pas retenu pour le dessin, mais je dessine quand même parce que je dessine toutes Ouais, les bien phases sûr. de boxe, je refais et puis on mais non, on m'a pas retenu. Simon, il est trop chaud. En vrai, il est très, très chaud. Depuis le lycée, c'est le best. Et du coup, on a mis 2 ans à l'écrire, le scénario. Parce qu'au départ, on n'arrivait pas, tout ce qu'on a créé avec Simon, à chaque fois, c'est des embrouilles monstres où on se Mmh. comprend pas. Chacun est dans son truc parce que, comme je disais, j'ai toujours vécu ce truc en parallèle, moi. Et lui en parallèle aussi. Donc ça veut dire qu'il voit de son lorgnon, moi de mon lorgnon. Et là, à un moment donné, la BD, il a fallu l'écrire ensemble. Lui, il voulait un côté où plus, fallait que ça rentre dans les codes de la BD, avec une façon de narrer les choses. Et moi, j'avais plein de trucs à dire et je trouvais enfin, voilà, on n'arrivait pas à trouver un truc qui fasse sens. Et finalement, on s'est calqué au plus près de la réalité en modifiant tout l'intérieur. Tous les personnages, les gens, en faisant des mix entre tout ce qu'il y avait, limite documentaire, mais en mixant un peu les choses qui nous étaient arrivées. Et on a fait 12 chapitres en 12 rounds, en gros, Mmh. sur la salle, la boxe, en gros. Sur comment ça fonctionne une salle, le collectif. Heu, c'est pas d'habitude les BD de boxe, on a l'habitude d'avoir une trajectoire un peu exceptionnelle de quelqu'un qui vient de 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 milieux tout aussi exceptionnels ou impressionnants. Et nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'était montrer c'est un peu notre leitmotiv, le collectif. En fait, le côté, la boxe, c'est un sport collectif, ça s'apprend pas tout seul, ça s'apprend pas dans des livres. C'est quelque chose qu'on fait ensemble, en fait. Et donc en gros, on a décrit un peu le fonctionnement d'une salle, vraiment, Mmh. qui veut se créer, qui est en train de se monter, les forces en action, les gens, le public et tout, comment ces codes se transposent un peu dans la vie de tous les jours. Donc c'est un huis clos sur la salle, Mmh. en 12 chapitres et heu et elle sort le 12 septembre 2026 et sortira avec un événement Rix Club à Montreuil, entre autres. Et après, il y a toute une série de choses qui sont prévues un peu autour de ça. Et vraiment, on a fait un livre vraiment sur la boxe qui parle de la boxe. Comme je disais avant, nous, on aimait bien raconter des histoires en utilisant la boxe. Là, on a fait le contraire, en fait. On a utilisé la BD pour montrer la boxe sans raconter d'histoire, quoi. Et c'est vraiment, La réalité. ouais, c'est limite Un un documentaire? tuto. Un Ouais, tutoriel? voire tuto, carrément, pour les premiers pas, quand on n'ose pas passer franchir la porte d'une salle de boxe. OK. Un tutoriel qui rassure un peu tout le monde et qui est fait pour tous, quoi. C'est plutôt pour les adultes, pour les ados, pour les enfants, pour tout le Pour monde? les adultes, Ouais. ouais, pour tout le monde. En vrai, je dis c'est tuto, mais c'est pas un livre tuto, hein. Mmh. C'est vraiment, il y a une vraie histoire, il y a les codes qui transpirent, là-dedans et c'est l'histoire aussi d'une ville, d'une façon de vivre dans une ville. Donc non, c'est tout le monde et c'est vraiment, notre leitmotiv, quoi. La boxe est un sport collectif. Et ça sort en septembre?
Et ça sort en C'est septembre, ouais. Écoute Cyril, merci beaucoup pour, Merci à toi. nous avoir Ouais. partagé, ce parcours de vie. Merci Mmh. beaucoup pour l'invitation, pour Et l'opportunité. allez aux soirées du Rix Club, allez choper la BD quand elle sortira et puis voilà. Et suivez-nous sur Insta, Rix Club, on met toutes les infos là-bas. Allez, le message est passé. Merci Cyril. Merci, à plus. Merci à toi pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.